Je m'appelle Catherine Bourreau, je suis chargée de communication et secrétaire générale de la D-School. La D-School existe officiellement en tant que département de l'école des ponts depuis 2012 et un peu en mode garage à la Silicon Valley depuis 2009. Donc la D-School, comme j'ai dit officiellement c'est un département de l'école des ponts, mais c'est une école de design thinking. Voilà. Grossièrement, vulgairement, le design thinking c'est une méthode d'innovation. Donc on fait de l'innovation à la D-School, mais par le design thinking, qui est une méthode qui existe depuis très longtemps dans la Silicon Valley et aux États-Unis, depuis les années 70-80, qui est largement implémentée là-bas, mais en France ça fait que quelques années qu'on en parle. Moi ça fait 4 ans que je suis dedans. Je suis arrivée à la D-School, je connaissais même pas le design thinking. Je suis designer de formation, de métier. J'ai habité aux États-Unis et j'avais jamais entendu parler de design thinking. Pour vous donner un ordre d'idée, au début on était obligé de chasser les entreprises pour qu'elles viennent bosser avec nous. Aujourd'hui on refuse, tellement on a d'entreprises qui viennent nous voir. Donc on a vu un boom énorme, c'est que le design thinking s'est fait connaître en 4 ans. Comme vous le savez, il y a un énorme sujet aujourd'hui autour de l'innovation en France. Macron a beaucoup contribué à développer la French Tech à l'étranger, l'image de l'innovation. On a Xavier Niel qui a lancé la Station F, le plus gros incubateur au monde, qui a ouvert cet été. Donc il y a des grosses attentes en France et en Europe autour de l'innovation. Et, et forcément, aujourd'hui, si on travaille sur l'innovation, on est obligé de savoir ce que c'est que le design thinking. Ça va de pair. C'est une méthode d'innovation que vous allez pouvoir appliquer à n'importe quel domaine. C'est pour ça que je vous dis qu'on travaille autant avec BNP Paribas qu'avec Valeo. Valeo, c'est l'automobile. Qu'avec Safran. Safran, c'est l'aviation, c'est les matériaux. Qu'avec Alstom, qu'avec Thales, qu'avec l'Aper. Enfin, voilà, tous les secteurs sont concernés en fait. Dès lors que tu souhaites innover dans ton domaine, tu te dois de t'intéresser un petit peu au design thinking et comment ça peut t'aider. On ne suit pas à la lettre le modèle de Stanford ou le modèle d'IDEO, qui sont des modèles très américains. Et ici, on est dans une culture française, on s'adapte forcément. Parce qu'avant tout, le design thinking, oui, c'est une méthode d'innovation, mais c'est surtout un état d'esprit. Et un état d'esprit, c'est une culture. Et forcément, les États-Unis et surtout la Silicon Valley, pour avoir vécu là-bas, pour connaître bien là-bas, c'est pas Paris, c'est pas la France. Donc forcément, on est obligé d'adapter. Il y a des écoles de design thinking partout dans le monde et chacun adapte le modèle un petit peu à sa manière de travailler. C'est intéressant parce qu'on a travaillé avec le Japon l'an dernier, avec Tokyo Tech, donc la plus grosse université du pays. Waouh, c'était compliqué de travailler avec des Japonais, hein. Notamment dans la partie inspiration, empathie, hein, parce que alors eux, ils sont légèrement coincés. Déjà que nos étudiants, je les trouve coincés, mais alors eux, pour les faire sortir de leur bureau, de leur ordinateur et aller voir, c'est pareil, c'est un sujet sur les seniors, et faire sortir de leur université pour aller voir des seniors dans une maison de retraite, c'est nous, on les a pris par la main dans leur propre pays. Non, c'était incroyable. Donc ouais, c'est culturel après. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, tout simplement. Donc si on travaille avec Safran sur Là, on travaille avec Safran sur le fauteuil roulant de demain. Nos étudiants, là, ça fait un mois maintenant qu'ils sont en fauteuil roulant. C'est ça l'empathie. La grande force pour moi de cette méthode, c'est la partie utilisateur. Nous, on travaille en trois grosses phases, mais je vais parler de la phase cruciale qui est la partie inspiration. Nos étudiants, quand ils travaillent sur un sujet, ils doivent ce qu'on appelle faire des recherches ethnographiques. Donc aller sur le terrain, aller à la rencontre des experts, un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, mais faire une sorte d'enquête. Alors ça passe par
des interviews évidemment, hein, ça c'est la partie un peu journalistique, mais ça va être de la partie plus vie ma vie, où on va se mettre à la place de l'utilisateur pour comprendre comment est-ce qu'il réagit, pourquoi est-ce que ça marche, oui ou non, pourquoi ça marche pas, pour quelles raisons. Et à la fin de cette partie-là, on est capable déjà... on a déjà une bonne idée de comment nos utilisateurs fonctionnent, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Et là, déjà, on sait si on va on converge, donc on sait si on va dans la bonne direction. Tout est basé sur les utilisateurs. L'innovation est basée sur ces utilisateurs. Or, si tu veux innover de manière pertinente à quelqu'un, pour quelqu'un, faut que tu comprennes comment elle vit. Ça peut être un jeune qui a eu un accident de moto, comme ça peut être un handicapé moteur. Si tu n'essayes pas de comprendre comment il vit au quotidien pendant un temps donné, je reprends une phrase célèbre d'Henry Ford quand il a fait sa voiture. Il a dit « Si à l'époque j'avais demandé à mes acheteurs, mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Ils n'auraient pas dit une voiture. » Donc il faut aller toujours au-delà de ce que... En fait, quand je dis empathie, c'est même comprendre ce que veut l'utilisateur pour lui. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas... Voilà, sans qu'il le sache. En fait, c'est penser à la place, c'est penser avant même que l'utilisateur pense. C'est deviner, c'est être dans sa tête. Alors, ideate, c'est la phase d'idéation. Enfin, pour nous, c'est de passer de l'idée à la réalisation. La phase d'idéation, c'est du prototypage en gros. En fait, dans le prototypage, on a toute la partie prototypage. On demande aux étudiants de faire toutes sortes de prototypes. Par exemple, il y en a un qui s'appelle le quick and dirty. C'est-à-dire, vous prototypez en une après-midi, hyper rapidement. Et donc, dans le sens, on ne se focalise pas sur une seule solution. C'est qu'on en prototype, on propose... notre partie d'idéation, elle dure 3 mois. En 3 mois, on va proposer une quinzaine, vingtaine de prototypes. Et on ne va pas se focaliser sur un ou sur l'autre, on va en tester plein. Et on va prendre un petit peu de tout sur chaque prototype. Et après, on va converger vers un prototype qui prendra un peu le meilleur de tout pour arriver à une solution finale. Toujours en gardant en ligne de mire les besoins des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait toute la partie inspiration pour rien. À un moment, si tu prototypes mais tu gardes pas en tête les conclusions de ta partie inspiration, ça sert à rien. C'est une phase d'affination du problème, du projet, du prototype. Une fois que vous avez fait vos 10 prototypes, vous allez les tester directement auprès des utilisateurs. Et là, ils vont vous donner des retours tout de suite, des retours rapides. Ça, c'est la phase de test. Test utilisateur, donc test du prototype auprès de ces utilisateurs. Non, on ne le teste pas. Prototype, c'était dans ton workshop et puis tu fais ton truc. Après, tu sors ton prototype, tu le mets en contexte réel. Donc dans une maison de retraite ou dans la salle de bain d'une personne âgée et tu le testes directement en contexte réel. Ça, c'est la phase de test où tu collectes un maximum de retours et petit à petit, tu vas pouvoir, ce que je disais, arriver à ton prototype final. Il y a un concept qui est important en design thinking, c'est la notion de extreme users, donc ce qu'on dit les utilisateurs extrêmes. C'est-à-dire quand je vous ai parlé des personnes âgées, le sujet qu'on a fait avec la paire où ils sont allés voir les seniors, etc. Bon, les utilisateurs extrêmes, c'est aller voir les utilisateurs qui a priori n'ont rien à voir avec le sujet. Donc ils sont allés voir des enfants. Comment est-ce qu'ils réagissaient ? Et le meuble qu'ils ont développé et qui est aujourd'hui commercialisé dans les magasins La Paire est un meuble qui se vend autant chez les personnes âgées que chez les familles. Quand tu testes quelque chose, tu dis rien. Tu le présentes doucement, mais tu laisses l'utilisateur le tester lui-même. Pour l'ergonomie, pour l'interface utilisateur, etc. Il ne faut pas l'orienter. Parce qu'un utilisateur, c'est hyper influençable.
Et si tu veux avoir des retours utilisateurs pertinents, faut pas qu'ils se sentent forcés.